Donc je place cette conférence sous l'égide d'une citation d'Édouard qui dit « Aucune analyse juste ne sera prise pour telle si elle offense une croyance commune. » La pensée philosophique européenne commence dans le dialogue, une dialectique d'opposés se fusionnant chez Héraclite. Et ces opposés disputent eux-mêmes avec la nature et le monde, puisque les présocratiques tentent toujours de rendre compte des phénomènes qui les entourent. Dans son origine, cette pensée est donc dialectique, plus elle est bel et bien digénétique, naissant dans l'opposition de deux voies ou de deux choses qui débattent. Peut-on alors avancer que lorsqu'il n'y a pas cette palabre, il n'y a pas de pensée, que la pensée monologique, celle qui ne tient nul compte de la contradiction, y compris celle que lui oppose le monde, qui ne tient nul compte de la négativité et des faits qui la démentent, n'est de ce fait pas de la pensée. J'ose le soutenir. De fait, le monde affolé des discours contemporains exhibe à tout va les symptômes d'une non-pensée, selon la définition qu'ici j'avance. Nous vivons dans une masse gigantesque de monologues idéologiques qui congédient de prime abord toute contradiction, toute disputatio. Que ces monodies s'opposent continuellement entre elles dans un charivari de discordance, qu'elles reçoivent l'assentiment de la masse et la ratification du journal avec grand J, ne leur donne nullement caractère de pensée critique et efficiente. Cette dernière ne peut apparaître que si ces monodies, à l'intérieur d'elles-mêmes, font tout d'abord la part à ce qui les nie, et ensuite transforment cette négativité en l'intégrant. En bref, pour quitter la monodie, il faut suivre Héraclite, Hegel et Glissant, parmi d'autres, et interpréter positivement le principe de négativité. Alors enfin, la chouette de Minerve peut prendre son envol, au crépuscule ou à l'aube, ayant assumé, je cite Glissant, la volonté de comprendre le monde d'un seul tenant, c'est-à-dire le monde dans son ensemble, ou le tout-monde, y compris ses catastrophes et ses négativités. Autant dire que Glissant et le monde dans lequel nous vivons exigent une toute autre réponse, une toute autre interprétation que celle que ce ronron monologique. Il faut dire aussi que nous devons excéder les ressentiments et les peurs pour entrer dans le plein champ d'un futur imprévisiblement poétique, ainsi que nous y appelle Glissant. La notion de tout monde est intégrale à l'inclusion de la négativité et à sa transformation positive, puisque, prise à la lettre comme il doit l'être, le tout-monde, c'est le rassemblement sans aucune exclusive des étangs qui se déploient sans avoir de cesse en nous et autour de nous, à l'infini des temps et des espaces. Il en va de même pour la créolisation, je cite, mais aussi bien la créolisation du monde est infinie eu égard à l'espace de notre planète qu'elle couvre. La relation, a remarqué mon ami Jacques Courcil dans un article que je trouve absolument génial, n'a pas d'extérieur. Elle englobe tout. Il en va de même, a fortiori, du tout-monde. Les deux notions sont solidaires. C'est sa définition même. Le tout-monde qui inclut toute négativité, c'est tout le contraire des pensées non dialectiques, monologiques, qui se renferment sur soi comme un vieux colimaçon et ne se rendent pas même compte que quelque chose leur est extérieur. Elle se déclasse ainsi au niveau de ce que Hegel appelait le bavardage de l'intellectuel, où le seul acte, entre guillemets, trivial parce qu'ineffectif dans le monde, est celui d'une prise de parole qui entrechoque, hors dialectique, les mots et les concepts. Bac de sable et tour d'ivoire. Dans le trajet de la pensée hegelienne, la dialectique du maître et de l'esclave prend fin à la Révolution française. De fait, puisque cette dialectique soutient pour Hegel tout le développement historique, toute pensée, toute dialectique devient obsolète. Et l'Angleterre en 1838, la France en 1848, les États-Unis en 1865 ne font que prendre acte a posteriori de cette dissolution. À travers cette rature du couple maître-esclave,
émerge pour Hegel la fin de la philosophie et donc la fin de l'histoire en majuscule. Ajoutons à cette histoire en majuscule le qualificatif d'européenne et dès lors le point final hegelien apparaît cohérent. Après tout, Hegel est un philosophe, c'est-à-dire qu'il se soumet à la cohérence et que son système d'interprétation ne peut être critiqué de l'intérieur. Il faut faire un pas de côté ou en dehors du système hegelien, comme l'a fait Glissant, pour en démontrer l'incomplétude. Par exemple, à la fin de l'histoire européenne, vous le savez, c'est partout chez Glissant, les histoires plurielles et diverses commencent. Prendre Hegel au sérieux, c'est comprendre que la dialectique du maître et de l'esclave est devenue inopérante pour déchiffrer notre monde contemporain. Servitude et domination y trouvent une toute autre figure, c'est-à-dire que notre compréhension de l'esclavage et des systèmes esclavagistes en est profondément affectée, comme le souligne Glissant. Je cite, « Simplement, les conditions d'existence dans le monde ont changé, c'est là un lieu commun, il nous faut en participer dans l'idée d'une solidarité de tous les peuples. » Je voudrais soutenir aujourd'hui qu'Édouard Glissant, tout au long de son œuvre, a toujours convenu de la nécessité de la reconnaissance positive de la négativité. La négativité de la traite n'est ici qu'un exemple, mais princeps. J'ajouterai que le discours glissantien sur cette atrocité est, à mon sens, d'une radicale originalité. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir. En ce sens que ce discours n'est pas de revendication, de ressentiment, d'appel à compensation, de posture soi-disant subversive, de ce que Glissant appelle le pathétique, je cite, le pathétique moralisateur, de lamentation victimaire, toutes attitudes qui s'enferment à terme dans une monodie non dialectique qui reconduit le couple aboli du maître et de l'esclave. Où Glissant trouve-t-il donc les positivités dans les conséquences de la traite? Je tirerai argument de ce livre court et énorme qu'est Mémoire des esclavages, notez le double pluriel. À mon sens, pendant tardif et minime, qui fait diptyque avec le discours antillais, dans son souci d'archivage et de documentation. Il ne s'agit d'un texte de circonstance à l'occasion de la fondation du Centre national de l'esclavage que dans le sens où Édouard Glissant tire toujours profit de toute circonstance pour la détailler et la dépasser. Les exemples du positif foisonnent à tel point que je dois me contenter d'un listage partiel. Alors, à chaque fois, je cite, par exemple, le bouleversement de l'identité dans son passage à l'identité-relation, citation. Mais c'est précisément à partir de ces séries prises de possession du monde que va grandir l'énorme nouveauté de l'identité-relation. Le surgissement abrupt des créoles, je cite, est soudain la révélation inattendue, merveilleuse, si quotidienne, si banale des langues créoles et leur répartition dans les îles. Encore une citation. 3 agonies de peuples, les Indiens des États-Unis, les Indiens du Mexique ou de Bolivie ou du Pérou, les Africains partout sur cette zone de créolisation, 3 agonies pour des montagnes de vie nouvelles. Les multiples créations, Césaire, Marquez, vous les connaissez tous, Faulkner, Wilfredo Larme, Alejo, Carpenter, Les Amalima, Fanon, Wright, Jacques Rabenmanjara, Malcolm de Chazal, Saint-Jean-Perse, le jazz, le gospel, la peinture, etc. Dernière citation, les Amériques ont dessiné un prélude ardent au tout-monde. Cette insistance sur la positivité qui anamorphose le négatif a nombre de conséquences cruciales. Elle fait tout d'abord barre à la plainte victimaire qui reconduit et renforce, inconsciemment peut-être, la position du sujet se fantasmant comme esclave et aspirant donc à devenir maître. Elle force aussi cette positivité à se projeter dans un futur à bâtir d'où le couple maudit aura disparu, aura été raturé par l'histoire et les histoires, dans la vigueur d'une volonté d'affirmation. Je cite,
Et s'il faut donc se souvenir, faut-il se complaire à lamenter ou à regretter? Vous m'avez indiqué qu'il est un lieu dans tant de chemins, une traverse où se rencontrer. En toute logique, le Centre national de l'esclavage, qui est la circonstance des mémoires des esclavages, est conçu, je cite, non pas seulement comme un lamentarium, qui reconduirait, j'ajoute, la négativité sans se donner la possibilité d'une relève, mais comme un lieu vivant de relations, de mise en ferveur, d'échange de connaissances et de solidarité, ce qui manque le plus au monde, au moins dans les rapports de sensibilité des peuples. Mais il y a plus. En quelque sorte, vu la prévalence de l'esclavage dans l'histoire humaine, nous descendons tous d'anciens maîtres et ou d'anciens esclaves. Et Glissant dit ici, chacun est libre de sa carte. Je ne veux pas développer ici, mais j'ai commencé à réfléchir en termes statistiques et génétiques. C'est tout à fait improbable que, quels que nous soyons ici, nous n'ayons pas des esclaves dans notre ascendance. Mes ancêtres suisses étaient paysans, ce qui veut dire qu'ils étaient serfs au Moyen-Âge, et ce qui veut dire qu'ils étaient esclaves dans l'espace romain. Enfin. Alors j'ai trouvé, en voyageant en Irlande récemment, Dursey Island, où les Vikings... Alors je me suis imaginé fils... descendant d'un maître esclave et d'un maître viking et d'une esclave celte, n'est-ce pas? Et Dursey Island, c'est là où les Vikings parquaient les Irlandais, les Celtes, avant de les envoyer comme esclaves en Scandinavie, n'est-ce pas? Toutefois, Glissant souligne la distance qui nous sépare tous en tant que descendants, fils et filles de maîtres et ou d'esclaves, des véritables acteurs du couple infernal. Il y a un écart infranchissable d'abord entre les esclaves et leur filiation. Mais nous, les descendants d'esclaves, n'avons pas hérité de leurs souffrances. Voyez-vous, nous ne retrouverons jamais à leur place dans la gêne et l'intolérable. Il y a cette distance à jamais entre eux et nous de l'accomplissement d'un irrémédiable, et quoi que nous puissions crier, nous ne comblerons pas cette distance. Ensuite, nulle filiation ni racine unique entre les maîtres et leurs descendants. C'est symétrique, je cite. Nous, descendants des anciens tenants de l'esclavage, il prend la parole pour les béquets, si vous voulez, nous croyons qu'il est aussi vain de se boucher les yeux que de se battre la poitrine. L'esclavage des Africains dans le Nouveau Monde a été un malfait dont nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'exiger repentance, sans non plus que l'évocation de cette idée de repentance déclenche en nous des crises de crispation exaspérées. Dès lors, la notion de crime contre l'humanité se trouve assignée à un lieu et à un temps inextricables et toutefois irrémissibles. La conviction de crime contre l'humanité, et ici je souligne, qui n'est pas transmissible par descendance, concerne des faits précis dans un temps et dans un lieu sans qu'il y ait possibilité de prescription. Ce qui ne veut pas dire que ce crime contre l'humanité soit à oublier, bien sûr. Simplement, le rapport des héritiers du crime, d'un côté comme de l'autre, ne doit pas être en sa reconduction d'accusation ou de contrition, mais ça relève au sens hegelien du terme. Ce mot de relève va apparaître dans la citation que je vais faire tout de suite sous le terme de dépassement. Je cite. C'est pourquoi sa déclaration de crime contre l'humanité rétablit à chaque fois une convention de véritable et de mutuel dépassement entre tous les descendants de ceux qui ont vécu de telles circonstances, quelle qu'ait été leur position dans ces sortes de conflits. Cette distanciation est en écho d'un motif puissant de la pensée glissantienne, à savoir la critique de la filiation à racine unique,
qui engagerait les descendants des uns et des autres à rejouer à l'infini, mais comme théâtre, non comme réel, la lutte à mort hegelienne du couple maudit, dans une grimace qui garrotte l'imprédictible. Quand la filiation racine s'interrompt pour les descendants de tous bords, comme elle l'a été historiquement et réellement en 1789, en 1838, en 1848, en 1865, alors peut fleurir l'identité composite créole en étendue, en rhizome et en relation, en poésie. L'identité a toujours été composite, même si on l'envisage du point de vue scientifique de la génétique. Il est revenu à Glissant de précipiter cette composition dans les poétiques fusionnantes de la relation et de la créolisation. Il relance ainsi la dialectique des descendants débarrassés, mais sans l'oublier, sans la nier, sans la dénier, sans la refouler, débarrassés de leurs racines, mais se recomposant en relations réciproques. Mémoire des esclavages ne s'adresse nullement de façon exclusive aux fils et aux filles d'esclaves. Ceux des maîtres y sont tout aussi impliqués dans le lieu commun, non seulement de la mémoire, mais aussi du devenir. Je cite, « Ce centre national sera ce que les descendants des esclaves et les descendants des esclavagistes en feront ensemble. Ils cessent dès lors d'être des descendants de quoi que ce soit. Ils deviennent des acteurs lucides de leur présent pour la raison ou le lieu commun qu'ils entrent ensemble dans le monde, notre monde. » À suivre Glissant, les esclaves révoltés, tout au long de l'histoire, ont été les seuls à réaliser vraiment la lutte à mort qu'Hegel envisageait. C'est cité dans le texte, lutte à mort. N'est-ce pas ? Ils ont été les seuls à se transformer le négatif en positif. Je cite, « Ainsi, eux seuls, à même ces univers de mort, ont été globalement positifs. Eux seuls ont porté leurs arts particuliers, arts de toute une pensée composite, souvent pratiqués d'abord clandestinement, à des degrés absolus d'universalité, c'est-à-dire d'acceptation par le tout monde. Eux seuls ont vraiment vaincu l'esclavage. » Ce « eux seuls » qui s'applique aux esclaves révoltés souligne la singularité des révoltes pour échapper aux plantations, ou, pour prendre le terme martiniquais, aux habitations. C'est-à-dire que l'acte de la révolte, de la lutte à mort, nous ne pouvons le répéter sinon dans une mimique. Elle est le fait particulier, localisé temporellement et géographiquement, des Toussaint l'Ouverture et des Dessalines. Soulignons que dans Mémoire des esclavages, ce « eux seul » est vite corrigé. Eux seul, je cite, non pas, car voici alors la transversalité par excellence. L'histoire de l'esclavage caribéen n'est pas à lire dans une perspective unique et linéaire. Si joint en relation de l'esclavage dans l'océan Indien, la Compagnie des Indes orientales fait pendant à la Compagnie des Indes occidentales. Elles entrent ainsi en relation tout en conservant leur temps et leur lieu spécifique, qui deviennent transversaux entre eux. La fin de l'histoire implique la transversalité des multiples et diverses histoires. Vous voyez tous les termes hegéliens qu'il y a ici et leur dépassement aussi. D'où l'appel à ce que Édouard appelle une méthodologie comparative, créolisant les histoires en traverse. Les degrés absolus d'universalité, sous la plume d'un penseur qui critique à chaque tournant l'absolu et les universaux, appellent aussi à un commentaire. Quelles sont les figures glissantiennes de l'absolu et de l'univers? Ils ont nom tout monde. En effet, si vous y réfléchissez, si le tout monde n'est pas universel, alors il n'est rien, n'est-ce pas? La relation et la créolisation. Et il se trouve que pour Glissant, la traite et sa contestation inaugurent et engendrent réellement ces trois universaux. Mais là encore, il y a correction et infléchissement, car Soudain, Faulkner et Saint John Perse sont aussi des actants poétiques du tout monde et de la relation. Par là même, et c'est absolument décisif, et c'est absolument irréfutable aussi,
nous échappons à toute bénédiction ou malédiction de la génétique et de l'héritage, dont les rigides déterminations doivent être désormais conjurées. Un des traits caractéristiques de la dialectique héraclitéenne ou hegelienne est que la synthèse préserve en les transformant la thèse et l'antithèse. La synthèse est un fusionnement et Glissant l'a bien vu et pratiqué. Le dépassement dialectique ou la relève est à la fois ressassement et nouveauté, et cette fusion jette une ombre sur la rébellion, la révolte, si celle-ci n'intègre pas dialectiquement le stade précédent, c'est-à-dire le stade du maître. Et je cite encore, « Or, les composantes d'un tout, c'est-à-dire de la synthèse, ne valent en unité que là où aucune de ces parties n'est soumise à une autre. » Bon, il faudrait énormément développer, j'ai pas le temps, hein. Je m'excuse. Parce qu'il n'y a donc pas de hiérarchie dans les termes thèse, antithèse, synthèse, ils sont tous à égalité. Ça m'amènerait à 1 heure de développement, je vous épargne cette épreuve. La synthèse constitue, elle est ce lieu commun où les descendants des uns et des autres se rencontrent imprévisiblement. Autrement dit, je cite, « Le lieu commun des mémoires, quel que soit leur mobile ou leur motif, est le sentiment que chacun éprouve, individu ou collectivité, de vivre enfin dans le monde, d'avoir à y partager. » Toute révolution qui déplace la figure du maître sans modifier la position même de la maîtrise est condamnée à la répétition mécanique des vieux schémas. Ainsi, faute, ça c'est un exemple très fréquent chez Glissant, faute d'avoir procédé à cette fusion dialectique et avoir vraiment pensé la suite, les luttes anticoloniales débouchent-elles sur un blocage qui répète les impasses du passé. Ainsi, ni les Békés, ni leurs descendants, ni les fils d'esclaves n'ont à répéter la lutte à mort du maître et de l'esclave. Ce serait reproduire une binarité finale. Et là, je cite, on lui parle de théorie, mais c'est l'essence de la binarité qu'il questionne. C'est bien le moment de répondre à la question. Pourquoi vouloir opposer théorie à théorie, l'idée de créolisation à l'idée d'unicité et l'identité-relation à l'identité racine unique? La réponse est que nous n'opposons rien, nous apposons. 38 ans auparavant, Glissant avait déjà écrit dans l'intention poétique « Je ne récuse pas, j'établis corrélation ». Donc il y a un écho, une symétrie parfaite ici. Corrélation, apposition. On pourrait aussi ajouter détour et différé, indirection et transversalité. Voilà ce qui définit la stratégie et la pensée de Glissant par rapport à la mémoire de l'esclavage et plus loin, sa relation à tous les conflits du tout monde, dans tous les temps et dans toutes les géographies. La vision d'Édouard Glissant se débarrasse aussi du pathétique moralisant, ça j'ai extrait du texte, qui afflige souvent les discours sur l'esclavage, pas au sol bien sûr. Glissant dit quelque part que la relation n'a pas de morale. Un discours sur l'esclavage, dès lors, n'aurait pas non plus à en avoir. À première lecture, la proposition offense, mais elle doit être comprise à partir de la vision de Glissant. Moraliser la relation et le tout-monde dont fait partie l'esclavage, ses archives, les discours qu'il engendre, c'est s'enfermer dans la répétition et se fermer aux possibilités affirmatives, imprédictibles et imprévisibles que le devenir nous aura offert. La moralisation ici, c'est l'occlusion du possible. En toute logique, Glissant peut alors affirmer que, tout comme la relation, la créolisation résultante de l'esclavage, la créolisation résultante de l'esclavage n'a pas de morale. Ce qui signale encore la créolisation, je cite, c'est donc que son parcours n'a pas de terme et que son action n'a ni finalité ni morale. Il faut ici généraliser.
et là je fais une conclusion négative dans l'esprit de mon texte, mais n'oubliez pas que j'en appelle au positif, comme Édouard. Qu'est-ce à dire? La relation, le tout-monde, la créolisation sont un devenir où le bien et le mal sont inclus. Il dit dans les entretiens de Bâton Rouge, la relation n'est pas un bon devenir. Ce qui signifie que les bons sentiments et l'altruisme philanthrope ne sauraient, il en faut, n'est-ce pas, mais ils ne sauraient suffire au grand art et à la grande critique et à la bonne critique. La seule fonction de l'effusion moralisante est de se donner bonne conscience à peu de frais. Elle ne saurait constituer ni la fondation d'une création authentique, ni l'appréhension critique et poétique du monde en, je cite, en un seul tenant. Je vous remercie.